Je m'appelle Gérard Arnaud, donc jusque-là ça n'a pas changé. J'ai eu des noms spirituels, mais je vais rester sur mon nom naturel, on va dire. Je suis enseignant de yoga et formateur de yoga. Pratiquant depuis 54 ans, prof depuis 45 ans environ, quoi. Alors je ne l'ai pas choisi en fait. Est-ce que j'ai choisi de naître? Est-ce que j'ai choisi de mourir? Dans l'enseignement, c'est une initiation. La personne elle transmet un mantra par respect pour la lignée, parce qu'il a appris, parce que ce qui a été fait depuis. Alors après, c'est une croyance où il y a un présupposé philosophique depuis on pourrait dire la nuit des temps. C'est pas la nuit des temps, hein, mais depuis que l'humain fait du yoga. Ça m'interpelle dans les Yoga Sutras. Le premier Yoga Sutra, Hatha Yoga Anushashanam, ce qui veut dire et maintenant le yoga va vous être transmis dans une continuité sans interruption. Incroyable, mais vrai. Parce que le yogi, il remonterait à l'origine par la pratique. Les asanas, ça fait partie d'un cadre, donc il n'y a pas de liberté sans cadre. Et la rigueur, c'est comme au départ, c'est comme ça peut être comme l'art, comme un artiste. Alors peut-être exceptionnellement dans le yoga aussi d'ailleurs. Il y a des personnes, il y a des musiciens, ils connaissent pas le solfège du tout. Mais ça c'est très rare, donc ça pose un cadre et une pratique. Dans le yoga, il y a un sutra que j'aime bien, c'est ce qui nous empêche d'être en yoga. C'est la raison juste, parce qu'on comme là on parle, on se pose des questions, etc. Alors ça peut sembler curieux, mais c'est logique, c'est un vritti, c'est ce qui te disperse. Donc on peut aborder le yoga de manière académique, de manière intuitive. Moi j'ai appris de manière intuitive. C'est une voie aussi qui est... Alors après bien sûr ça peut sembler perché, mais la personne te transmet carrément la connaissance, boum, comme ça. Alors ça peut sembler curieux, mais... Voilà, après dès que tu es transmis, finalement le travail il se fait, mais ça peut prendre des années, pour eux ça peut même prendre plusieurs vies. Voilà, ça se fait tout seul, tu cherches par toi-même. Après tu cherches plus, enfin je sais pas. Le mystère de la vie, voilà, où tu te la joues gourou et tu dis voilà ce que je dis c'est la vérité. Moi je préfère le côté ignorant, je trouve ça très bien. Je sais que je sais pas, enfin c'est pas vraiment de moi, mais... C'est très bien parce que ça te permet ça te ramène à la conscience. Quand tu sais, tu t'arrêtes. Pour moi, il y a une forme, dans le savoir, il y a une forme d'immobilité et une forme de défense. Parce que tu fuis comme tu peux fuir dans les asanas, tu mets les jambes derrière la tête, et après tu fais ça, Après, les philosophes sont très pointus. Moi, je suis très impressionné. Tu entends parler d'un philosophe, c'est impressionnant. Ils contorsionnent les mots, etc., etc. Mais ils n'ont pas découvert le mystère de la vie, pas plus que les autres. T'es impressionné, t'étais où? J'étais en Asie pendant 6 mois. Où ça? J'ai fait plein de pays différents. Faut revenir. Hein. Ouais. J'étais en Indonésie, je suis en Bali. C'est pas facile. Moi j'étais à Rishikesh, j'ai cherché un endroit où dormir, et une personne est venue, dit est-ce que tu veux faire du yoga? À Rishikesh c'est pas très original, mais donc je l'ai suivi et je suis allé dans un ashram où il y avait que des Indiens. Donc il a demandé la permission, et il parlait pas anglais en plus. Lui il parlait anglais un petit peu, il parlait anglais comme moi, mais là-bas personne parlait anglais. Donc j'étais accepté,
Et ça s'est fait après, je pratiquais le yoga, puis un jour, mais avant, il m'a fait quand même pratiquer, il m'a fait faire des marches d'approche, il m'a fait faire plein de jeûnes, etc., etc. Mais comme j'étais très motivé, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour connaître la méditation. Ouais, mais en Inde, voilà, ça fait partie du trip indien, on va dire. Mais en fait, ça s'est fait sans vraiment que je cherche. Alors après, on peut croire ce qu'on veut, mais dans le yoga, ils disent quand l'élève est prêt, le maître arrive. Satyavernigam, lui, il faisait des asanas, donc il m'a impressionné, c'est vrai. Lui, c'était plutôt la méditation, initiation, on va dire, à la philosophie, mais pratique plutôt. Lui, il était hindou. Enfin, il n'y a pas que des hindous en Inde, mais lui, il était hindou, mais il était dravidien en plus. Donc, dravidien, c'est avant. Alors, d'après eux, c'est avant les Aryens, donc avant le brahmanisme, les Védas, etc., etc. J'ai commencé d'abord, j'ai fait Ashtanga, Shivananda, Iyengar, je suis revenu à l'Ashtanga, après j'ai arrêté. Là justement c'est Iyengar, après il y a Patabi, c'est plutôt les Drishti, Ujjayi. Dans les Drishti c'est la position du regard. Moi Ujjayi je fais pas trop, c'est pour des personnes déjà plus avancées, parce que... Mais Patabi lui il commençait direct comme ça, mais moi j'ai plus travaillé avec Iyengar qu'avec Patabi Joyce. Iyengar, lui, c'était vraiment. J'ai vraiment appris la rigueur avec lui. Et j'en avais besoin à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne supporterais pas. Peut-être la manière dont il enseignait, parce qu'il était très très dur. Mais juste, en fait. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est. Il y a le côté pratique. C'est une forme de méditation. Il t'apprend la conscience. Dans les asanas. Donc il amène finalement, sans le dire, une forme de méditation avec les asanas. De l'ici et maintenant, de ramener à l'ici et maintenant, que tu fais quand tu es assis, c'est la même chose en méditation. Mais c'est vrai que les personnes confondent la souplesse et les asanas. Mais moi aussi, j'ai bien confondu aussi, mais on est obligé de passer par là. Enfin, je sais pas si on est obligé, mais voilà, on passe par là automatiquement, parce que on est éduqué dans la compétition et dans la nature humaine déjà est compétitive. Patabi, j'ai fait avec Patabi, puis j'ai connu même, il y en avait même Ashtanga dans les années 70, même à Paris, il y en avait qui faisaient ça. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en avait 3-4 personnes maximum. Mais, et Patabi, j'ai pas trop accroché en fait avec lui, parce que maintenant, les personnes qui font de l'Ashtanga, enfin, Ashtanga, moi déjà le mot ça me convient pas parce que Ashtanga c'est Patanjali donc il y a une confusion. Et Patabi, voilà, il manquait à l'époque. Maintenant ils mettent tous, ils sont allés voir ailleurs donc ils mélangent tout un peu. Donc ils en ont fait une méthode il y a de très bons profs Ashtanga. Voilà. Mais avant c'était n'importe quoi, c'était un peu, ils poussaient comme voilà, c'était la posture. Pour la posture c'était pratiquement, vu de l'extérieur, ça semblait anti-yoga. Et même c'était anti-yoga. Mais je pense que l'enseignement a beaucoup évolué. Alors maintenant, c'est son petit-fils. Alors maintenant, comme ils ont une grande salle, ils ne peuvent pas corriger comme ils faisaient avant. Mais avant, la manière de corriger, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Mais maintenant, les profs corrigent différemment, etc. etc. Je ne sais pas si on sait plus, mais... Non, il avait l'expérience. C'est une manière d'appréhender le corps qui est complètement différente. Nous, par exemple, formation... On est obligé de mettre l'anatomie, alors que l'anatomie, ça n'a absolument rien à voir avec le yoga. L'anatomie, c'est une lecture du corps qui a été apprise sur des corps morts, alors qu'en Inde, c'est un travail énergétique qui est appris sur la vie, comme un peu les méridiens, etc., qui n'a absolument rien à voir. Alors la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est que l'Occident, il veut se libérer de la raison. Non, l'Orient et l'Occident, c'est les Lumières, les Grecs, c'est déjà développer la raison. Donc c'est très très différent. Mais les Indiens, ils ont des points de vue philosophiques qui sont très très profonds. La méditation, ce que tu pratiques, un cours, normalement, c'est de la méditation en mouvement intérieur ou statique, avec les actions internes en mouvement, etc., etc.
c'est vrai, j'enseigne pas beaucoup la méditation, mais disons que c'est une porte à la méditation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, que je vois, que je sens, même si elles ne me le disent pas, qui font de la méditation, ou qu'elles me le disent d'ailleurs. Beaucoup de personnes de plus en plus jeunes s'intéressent à la spiritualité d'ailleurs. Alors, ce qu'il y a beaucoup, peut-être, les personnes avaient peur de la méditation, le côté mystique, fait un peu peur, parce qu'en France, la France, bon, c'est latin déjà, donc on est l'intériorité, fait un peu peur. Et puis la religion fait très peur, c'est très tabou. La laïcité ici, c'est quand même hyper important. C'est la laïcité qui a le pouvoir, même si les personnes confondent laïcité et athéisme. Elles confondent laïcité et athéisme. On se voit après alors. Oui. Coucou. J'ai pris le tram. Maintenant, je vais prendre le train. C'est vrai. Prends le train. Oui. Tu vas où? Je vais à Nantes. Pour un jardin. C'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est qu'il y a Ouais. arrivé ici. Ouais. Ici, c'est la folie. C'est des fous. Vipassana, ouais, ça rejoint les vinyasa quelque part. Parce que c'était sur la sensation du corps, en statique et assis. Donc vinyasa, c'est. Si tu fais du vipassana en ajustant ta posture, tu pourrais dire que c'est la méditation, c'est vinyasa. C'est la méditation vinyasa, je pourrais appeler ça. Alors moi, pourquoi j'ai pas continué? Parce que à ce moment-là, j'ai fait une psychanalyse. Parce que j'allais toujours mal finalement. Donc la découverte de la psychologie m'a beaucoup aidé. Moi je connais beaucoup de gens qui faisaient du yoga et après ils ont rencontré la psychologie, ils ont arrêté le yoga. C'est-à-dire après j'avais une manière de voir, d'appréhender la spiritualité de manière différente. Ça c'est sûr, complètement différente. Peut-être par rapport, tu parlais d'ego, par rapport au plaisir, par rapport à... Moi j'avais beaucoup de culpabilité, tu parlais d'ego si je pratiquais pas, ou j'ai eu une éducation... ouais, mon père était catholique, ma mère était athée, mais bon, c'est pareil en fait. Si t'es athée musulman, athée juif, athée bouddhiste, c'est vrai que c'est différent. Enfin, c'est complexe, ça dépend dans le pays dans lequel tu vis, mais c'est vrai que c'est différent. T'as la culture qui est là, ton conditionnement est différent. Donc la psychologie, même si la psychanalyse c'est complètement dépassé aujourd'hui, c'est vrai ça ne correspond plus du tout à l'époque, mais ça te fait prendre conscience de ton conditionnement, et ça, c'est... Freud il disait, alors moi je suis pas freudien du tout, mais il disait quand il est aux États-Unis, je vous amène la peste, ça veut dire... je vois que c'est un compte courant quand même de la culture, en tout cas. Par rapport au plaisir, alors à l'époque, bien sûr, c'était le 19e siècle, donc ça date, hein, fin 19e, 20e, je connais des années du 20e siècle. Mais la relation au plaisir, c'était sale. Et dans toutes les pratiques ascétiques, alors s'il n'y a pas la culpabilité, voilà, il y a le réfrénement. Le plaisir, c'est dans beaucoup de mystiques, c'est ce qui empêche d'être en yoga, d'être lié, d'être, etc., etc. Alors que le plaisir, c'est banal, ça fait tout simplement partie de la vie. Ou le sexe, ça fait partie de la vie, comme manger, boire, etc. Mais avant, il y a tout un côté tabou. Et alors maintenant, même si c'est pas tabou, ça reste... c'est complexe, c'est des énergies qui sont complexes. Le rapport à la nourriture, le rapport à la sexualité, le rapport à la vie est complexe et varie selon les cultures. Bah oui, mais ça, il faut des heures de méditation. C'est ça qui est là aujourd'hui. Peut-être j'étais en rébellion aussi, mais je savais pas que je souffrais parce que je connaissais que ça sûrement, donc j'en avais pas conscience. J'avais la rage, la haine contre tout, j'étais nihiliste. Et j'ai rencontré le yoga, donc j'ai eu beaucoup de chance, ouais. J'ai eu vraiment une chance incroyable. Mais quelque part, oui, je pense que
J'aurais jamais imaginé devenir prof de yoga, ça c'est sûr, mais ouais, j'avais envie de faire du yoga. Moi, je rêvais qu'il y avait un autre système possible, hein. Alors que maintenant, les mômes, je ne crois en plus rien, vraiment plus rien. Donc, moi, j'avais cette chance. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à idéaliser, surtout beaucoup. Mais ça m'a beaucoup aidé. Tout est croyance, mais c'est la croyance qui te met en souffrance, et c'est une croyance qui te rend heureux aussi. Là, il y aurait beaucoup à dire, hein. Un animal, il a des sens totalement différents. Il voit, je sais pas, 50 fois plus loin, il a l'odorat pareil, hyper développé. Donc nous, on est fermé dans notre bulle humaine. L'humain, il a un ego démesuré, il pense qu'il est le centre du monde. Comme un enfant, en fait, on est des grands enfants. Ben, l'enfant, il est excusable, mais nous, pas trop. C'est peut-être ma génération, parce qu'avant, beaucoup disaient ce qui t'empêche d'être en yoga, c'est l'ego. Donc, t'as le sutra Yoga Chitta Vritti Nirodha, dans le deuxième sutra de Patanjali, par exemple, où le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental, c'est l'absence d'ego. Mais voilà, après, c'est pas possible. En fait, l'ego, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Tant que l'ego, il est dans le cadre. Et je pense que le yoga, ce qui est intéressant aussi, c'est une éthique. Et si tu as une éthique, je pense que les choses se passent mieux. C'est l'éducation, tout simplement. C'est une forme d'éducation pour être plus heureux. Et même les Grecs, même tout ça disait ça. Même dans la Bhagavad Gita, il faut trouver ce fameux équilibre qu'on cherche tous. Donc, même dans la pratique, soit on est trop paresseux dans la pratique, soit on en fait trop. Quand tu es dans l'instant, on a tous les pratiquants, je pense que tu as des moments, moi j'ai des moments en tout cas où il n'y a pas de bien, de mal, de je sais pas quoi, t'es là, après bon, tu peux pas expliquer vraiment, ça n'a pas de nom. Le yoga c'est pas un savoir, c'est un état, c'est vrai, c'est pas de moi, mais c'est vrai. Avec le savoir, tu t'éloignes du yoga. Même avec tout, avec les asanas, avec tout. Alors après, c'est vrai que tu peux remettre en question le yoga. Il faut remettre en question pour avancer, mais c'est juste pour remettre en question comme ça n'a aucun intérêt. Yoga Chitta Vritti Nirodha, le yoga c'est l'absence des fluctuations du mental. T'es pas un mort vivant, mais t'es un vivant mort. Alors pourquoi chercher ça? Pourquoi vous êtes un vivant mort? Après, le yoga, pour moi, c'est la vie, la mort, c'est la même chose. D'ailleurs, la mort fait partie de la vie. C'est la dualité, c'est la naissance avec la mort, mais ça fait partie de la vie. C'est de la philosophie de bistrot, mais pourquoi pas. Après, plus tu avances, plus tu as l'impression que nous racontons n'importe quoi. C'est-à-dire que les personnes, regarde dans la socialisation, on parle, on communique, mais est-ce qu'on dit vraiment les choses telles qu'elles sont? C'est-à-dire que tu vas mentir par omission, tu vas mentir, mais sans arrêt. Tu ne sais pas, mais tu es là, tu vas pas dire tout ce que tu penses tout le temps. Donc le fait de te refuser ça, c'est... Et en plus, tu es tellement habitué que tu crois que c'est la vérité au bout d'un moment. Tu es là, par politesse, heureusement, sinon ça serait invivable. Mais d'avoir un espace... Moi, ce que j'ai découvert, par exemple, par la psychologie, c'est que tu as un espace, il n'y a aucun autre espace. Même avec la personne que tu aimes le plus au monde, que tu es la plus proche au monde, où tu vas avoir parce que tu payes, où tu vas avoir cette vérité. Si tu payes cher, tu vas pas raconter des conneries pour t'amuser avec le psy, tu vois. Je veux dire, tu es bien obligé d'aller voir un peu ce qui se passe derrière. Tu peux pas faire tout seul, impossible. Impossible. Tu dois fournir un certain travail, tu dois donner. C'est comme dans les cours de yoga, ou dans les formations, ou dans les rapports humains. Tu le sens, ça, tout le monde sent, il y a des gens, tu as des échanges, tu as des gens qui prennent tout le temps, qui donnent rien, ils peuvent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, ils savent pas. Et tu as des gens qui sont généreux, tu as des gens même qui sont trop généreux, ou c'est leur problème aussi, tu vois, etc. etc. Et s'il n'y avait pas l'argent, peut-être l'humanité n'existerait pas, carrément. Parce qu'on dit que c'est le nerf de la guerre, mais ça cadre.
prison, c'est comme ailleurs finalement. Ah, c'est vieux, c'était il y a plus de 30 ans. Alors moi j'ai fait CJD, donc les jeunes détenus qui avaient moins de 20 ans. J'ai fait des personnes aussi des peines assez lourdes. Moi j'aimais beaucoup, mais c'était loin et c'était pas payé voilà, il fallait la journée pour aller là-bas. Mais moi je voulais vraiment le faire. Ça a été très thérapeutique, plus pour moi que pour eux sûrement finalement. Pour eux, j'espère un peu, mais c'est complexe. Mais ça, c'est une période où je faisais du social, où je pensais que je pouvais changer le monde quelque part. J'étais un peu assez mégalo, mais le monde, il n'a pas besoin de moi pour changer. Je veux dire. Tu as le cadre déjà, parce qu'ils sont en prison. Alors moi, comme j'étais un peu jeune, je voulais pas du tout de gardien, etc. Alors curieusement, ça les mettait plus en confiance et c'était... Enfin, moi, j'ai pas eu de problème, j'aurais peut-être pu avoir des problèmes. Ils étaient plus sympas avec moi. Et pour eux, tu viens de l'extérieur, donc ils sont vraiment... Ils crient ton nom. Quand t'arrives des gens dans la cour, ils t'appellent, ils t'écrivent. Pour eux, je sais pas, t'es leur sauveur. Bon, parce qu'ils sont dans un état lamentable. Et ce qui est dur, c'est que... Moi, ce qui était dur, c'était les jeunes. Et c'est dur de dire ça, mais t'en as, ils sont irrécupérables, quoi. Et ça, c'est très dur. Hein. Ils ont une histoire, ils vivent dans une violence terrible. Mais moi, j'ai beaucoup appris avec eux, et beaucoup sont vraiment très intelligents. C'était ça qui m'a surpris. Et puis, c'est vraiment des gens... alors là, c'est vraiment comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas écrit prisonnier, il n'y a pas tatoué ici, prisonnier, quoi. Et puis aussi, ça peut arriver à tout le monde, en fait. Voilà, c'est comme tomber malade, quelqu'un peut péter les plombs. Voilà, c'est complexe, en fait. Mais moi, j'ai beaucoup appris avec eux. Le social, en fait, si tu veux bien faire le social, je crois que tu ne peux pas faire plus de 2 ans. Sinon, après, tous ceux qui font du social, ça devient des fonctionnaires, ils deviennent aigris, ils deviennent même... Parce que c'est dur, il faut vraiment donner de toi-même. Parce qu'ils ont une telle demande affective. Alors là, ça dépasse toutes les bornes, quoi. C'est un manque affectif terrible. Puis ils sont perdus, la plupart ils sont perdus. Il y en a qui sont... Et malheureusement, c'est leur famille souvent aussi. Donc dès qu'ils sortent, souvent, parce qu'ils sont nourris, blanchis, logés, ils sont un peu perdus, quoi. Ils sont abandonnés. Hein. Beaucoup sont délaissés, voilà. Moi j'ai fait ça plusieurs années, hein. Peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ouais, peut-être 3 ans, peut-être. Non, c'était sympa. Puis je faisais ça avec une psy. Voilà, il y avait toute une équipe, il y avait artistes, il y avait un boxeur, il y avait un yoga, il y avait un psychiatre, les groupes de parole, j'aimais beaucoup avec les prisonniers, eux ils sont cash, quoi. Voilà, eux tu vas tout de suite à l'essentiel, ça j'ai adoré par contre. Je fais des groupes de parole avec des personnes ici, voilà, oui je suis content d'être là, merci, tu vois, eux, bah, ils vont direct, quoi. Voilà, il y a un travail énorme à faire et ouais, beaucoup ont essayé, mais moi j'ai pas la réponse. J'étais engagé, oui, bien sûr, j'étais engagé. Moi j'ai refusé la société complètement et j'ai essayé de vivre. Moi mon rêve quand j'étais ado, c'était de vivre en autarcie. Alors tu vois, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais voilà, moi je voulais vivre différemment à la campagne, tu vois, avoir une chèvre, mes petites carottes. C'était hippie trip, quoi. Mais avec une philosophie derrière, c'était pas juste comme ça. Ouais, de refaire le monde. C'était une époque aussi, on voulait refaire le monde à tous les niveaux. L'art aussi, c'était pareil, tous les artistes, tous les philosophes peut-être, etc. L'Orient, c'est arrivé là quand même, la mode, mais ça existait avant. Hein. Yoga, c'est pas... On dit c'est les hippies qui ont amené le yoga, mais il y avait des gens en France qui faisaient du yoga, qui n'étaient pas hippies, qui étaient voilà, dans le 16e, tout ça, ou ailleurs, mais il y avait d'autres... Voilà, c'était d'autres personnes qui étaient... Ça les ramenait à un mysticisme chrétien, très puritain, voilà, par le yoga. Donc, nous, c'était l'inverse, on cherchait par le tantra. Alors, l'interprétation du tantra, parce que tantra, c'est pas l'énergie, c'est pas le sexe,
c'est l'énergie, voilà, positive, négative. Même s'il y a les Kama Sutras, qui étaient à l'époque de Patanjali. Alors maintenant, on dit que Patanjali, c'est 4 siècles après Jésus-Christ. Mais dans les Kama Sutras, les gens, tout de suite, ils pensent sexe, pornographie, alors que c'est... Je crois qu'il y a 36 volumes dans les Kama Sutras, et il y a une partie d'un volume qui parle de sexe, tout le reste, c'est l'économie, du droit, de la philosophie, des lois, de l'éthique, etc., etc. Voilà, c'est les époques, ça change avec les époques, comme c'était tabou, puritain à une époque, maintenant ça bascule pas dans l'autre sens, parce que tu as LGBTQIA et plus. Voilà, c'est des gens, mais c'est bien parce que ça a toujours existé aussi, et c'est bien que ça soit reconnu et respecté. Voilà, les choses évoluent tout simplement. Et vous allez vider les poumons sur l'expiration. Rétention poumon vide. Et tu contractes le muscle du périnée, bas-ventre, haut du ventre. Haut du ventre, rentre le ventre. Pousse tes mains pour rentrer plus le ventre. Ok. Et vous lâchez à l'inspire. Levez la tête. Ok, rétention poumon plein. Alors je suis déçu. Non, de moins en moins en fait, mais j'ai eu une période, ouais, mais je pense que ça fait partie du parcours. Parce que dès que tu changes et que tu évolues, passer à un autre stade, je sais pas, c'est une forme de violence, il faut se faire violence. Quelque part, peut-être pas. Ça peut se faire par le plaisir. C'est comme la pratique des asanas ou de la méditation, tu peux le faire par le plaisir. Mais on a, dans le patriarcat en tout cas, beaucoup enseigné, dans toutes les cultures, quand même une forme d'ascétisme. Non mais là justement ça c'est mon côté négatif qu'il faut que je me calme. C'est parce que voilà, mon chemin n'est pas fini, c'est ce que je disais tout à l'heure, les personnes quand tu commences à critiquer la société, tu te critiques toi-même finalement, tu critiques le yoga aussi. Et je vois ça chez des profs par exemple, ou des personnes qui font du yoga qui sont très avancées quand ils critiquent. Et j'ai envie de les critiquer en retour, c'est-à-dire la société elle a toujours été comme ça, c'est-à-dire, par exemple, tu prends les événements qui se passent maintenant, tu regardes tu parlais de Socrate tout à l'heure. Socrate, à l'époque de Socrate, par exemple, tu avais des textes sur les jeunes, ils écoutent pas les adultes, ils sont impolis, voilà. Et tu lis le texte, tu crois que ça a été écrit hier. Ils sont violents, ils aiment tout de suite. Et c'est à 2500 ans. Platon, voilà, donc tout le temps, au fil des générations, ça a toujours été comme ça. Critiquer. Alors maintenant, il y a le positivisme qui est à la mode, qui a remplacé la psychologie. Avant, après, on tournait dans ces névroses qu'on appelait névroses, psychoses et compagnie. Maintenant, positif, mais à l'inverse, c'est pareil, c'est tu rentres dans la même problématique. Alors il faut trouver le juste milieu. Comme la méditation, c'est pas mal. Par contre, là, quand tu commences à avoir fait un certain travail, tu médites, voilà, tu observes, positif, négatif, etc. La critique, voilà, en France, ça passe bien, parce qu'en France, voilà, la critique, elle peut être créative. Parce que la société, elle est ce qu'elle est, et puis elle ira toujours. Ça dépend comme tu la vois, il y aura toujours bien et mal. C'est toujours comme ça. Alors les Indiens ils disent que c'est le Kali Yuga, voilà, que c'est la période où c'est le chaos. Alors je sais pas si c'est vrai par contre dans le sens du Kali Yuga, mais donc ça, tu commences l'âge d'or, c'est des mythes, tout est basé sur des mythes, des illusions, des croyances. En fait, même tout ce que je raconte, là, j'étaye mes pseudo, non, mes vérités, soit par la philosophie, par le yoga, par la science, par la psychologie, mais voilà, personne ne connaît la réalité, s'il y en a une. Mais peu importe, voilà, c'est parler, voilà, on passe le temps.
c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est le fait où les personnes te disaient, mais qu'est-ce que t'es prof de yoga? Oui, mais tu fais quoi? Je veux dire, c'est-à-dire profession, on pouvait pas imaginer, ou alors on associait encore, voilà, à une femme qui, c'est son mari qui amenait l'argent à la maison, elle était prof de yoga, tu vois. Mais un mec, alors là, c'était. Mais il y avait, ça existait, attention. Hein. Ou alors tu sortais pas de ton milieu du yoga. Tu vois, mais si tu quittais le milieu du yoga, moi j'aime bien voir un peu d'autres milieux. Les personnes ne comprenaient pas. Ouais. Elles pensaient que tu étais perché, que tu étais allumé, je sais pas. C'est devenu un métier reconnu, je pense, maintenant. Mais à l'époque, c'était pas pris au sérieux. J'ai commencé dans le Télégraphe, l'endroit le plus haut de Paris, c'est le 19e. J'ai commencé là-bas. J'en ai même fait dans la rue du yoga. J'ai fait la manche dans la rue en faisant du yoga. À l'époque, alors avant 81, la rue c'était quand même... c'était pas interdit, mais voilà, la police, tu pouvais pas faire... Hein, tu dérangeais l'ordre public. Donc à partir de 81, c'était légal. Je faisais un quart d'heure, ça marchait bien. Mais je faisais des postures directes, très acrobatiques. Moi, je faisais sur de la musique. Mais c'était une expérience, j'aimais bien. Moi, j'étais un peu parano, je me mettais toujours près d'un mur parce que la rue, c'est spécial. Donc, j'ai toujours peur qu'un dingue il passe derrière moi, tu sais, quand c'était une jambe derrière la tête debout, parce que t'avais toujours des personnes. La rue, c'est la rue, quoi. C'est un peu sans foi ni loi, peut-être parfois. Mais la rue, ça t'apprend l'intuition, je veux dire. Ça développe l'intuition, parce que c'est une question de vie ou de mort, parfois. Donc, c'est violent. Donc, t'es un peu un animal, quelque part. Enfin, c'est pas que t'es animal, c'est que tu vas chercher. Tout le monde a ça, mais peut-être ça dehors. Mais avant, c'est ça, tout évolue très très vite. Les personnes, c'était pas... Non, tu pourrais pas du tout faire ça, et c'est pas très vieux. Hein. Je pense qu'il y a 20 ans, je sais plus. Voilà, il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de tapis même, je sais même pas s'il y avait... Les tapis, c'est récent aussi. Hein. Les premiers tapis de yoga, c'était dessous de moquettes blanches, tu vois. Les tapis de yoga, c'est une imitation de ça, en fait. Les tapis actuels. Ouais, c'est dessous de moquettes, on achetait... Moi, au début, j'achetais des rouleaux que je coupais. J'ai essayé de me souvenir, parce que j'ai pensé à ça dernièrement. Alors, Shivananda, il mettait une serviette sur la moquette. Petite serviette, ils avaient découpé des serviettes. Et moi, quand j'étais dans la rue, je pratiquais sur tapis que m'avait donné mon maître, Shivalingam. Mais ça, c'était un tapis déjà très élaboré, où on pratiquait sur une couverture. Il n'y avait pas de tapis, moi. Je pratiquais sur n'importe quoi, un longhi. Alors, dans les traditions, alors là, c'est curieux, c'est des questions que je me posais quand j'étais très jeune. C'est que tu vois souvent les yogis sur des peaux de bêtes. Alors, je comprenais pas, je disais, mais ils sont végétariens, mais où ils vont chercher ces peaux de lion, ces peaux de... Tu vois, c'est un truc... J'ai toujours posé des questions, on m'a jamais répondu, en fait. Alors moi, avant d'arriver à Amno, j'ai fait plein de salles, en fait. Tu sais, je jouais des salles à l'heure. Mais le problème dans les salles, c'est qu'il fallait enlever les canettes de bière et les mégots de cigarettes donc, avant de commencer le cours. Donc j'ai loué beaucoup de salles dans beaucoup d'endroits. J'ai même fait dans des squats, à une époque dans des squats dans le 18e aussi, je donnais des cours. Ça devait être au début des années 80, ça. J'avais à peine 30 ans. Ça, c'est une drôle d'histoire aussi. Alors là, à une époque, je faisais du théâtre aussi. J'avais fait un peu avec Jodorowsky, tu dois connaître Jodo. Et Jodo, il faisait le tarot, tu sais. Jodo, il est allumé, mais j'aime bien, c'est un artiste pour moi. Il a fait des choses magnifiques. D'ailleurs, il est connu partout. Hein. Et donc, le tarot. Et il me dit, comme je suis assez négatif, j'ai pas confiance en moi,
syndrome de l'imposteur, et il me dit tu te mets dans une poubelle. Et il me fait payer quand même. Donc je paye quand même assez cher. Pour moi, c'était cher. Donc si tu payes, tu le fais quand même, parce que sinon, si tu payes pas, bon, tu vas dire ok. Et je cherchais une poubelle pas trop dégueu, et je trouve une poubelle de carton, dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Donc je sors de la poubelle, je vois ce passage Saint-Pierre-Amelot, c'était avant. Et c'était pas cher, c'est une époque où ça avait chuté au moins 30% à Paris. Voilà, c'est marrant, parce que tu sais, je cherchais un endroit, mais tu sais, j'ai dit, si j'avais peur qu'un élève me voie, tu sais. Tu rentres dans une poubelle, toi, c'est pas évident. Dans le passage Saint-Pierre-Amelot, je dis personne ne va me voir. Et il y avait une personne qui passe. J'attendais, il y a toujours quand même des personnes qui passent. Je rentre dans la poubelle et je pose la personne. Elle s'est mise à courir. Je fais bonjour. Ouais, c'est une histoire de fou, faut être complètement. Mais il est allumé. Mais moi, j'étais perché aussi à l'époque, hein, quelque part. Mais c'est lui, il était jungien et. Jungien, c'est que tu poses des actes. La mode était assez trash, et je crois que c'est pour ça que Jodot, il avait choisi cet acte. Voilà, c'était comme ça, c'était un peu expérimental quelque part, sans y croire. Et moi, j'avais trouvé le 11 passage Saint-Pierre-Amelot comme ça.